Je vous prie de faire un tonnerre d'acclamations pour accueillir chacun de mes invités que je vais appeler un à un. On va démarrer avec celle qui s'affiche en premier sur le panel, Valérie Lacoste, s'il vous plaît. Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. On enchaîne avec notre astronaute préféré, Alan Petre. Celui qui nous fait rêver de tous les Jeux Olympiques, je ne le vois pas en... Ok, très bien, je ne vais pas l'appeler tout de suite. Je vais appeler celle qui est juste après, notre très chère directrice du Bondi Blog, Sarah Ichou. Et je vais donc démarrer comme ça, afin qu'on puisse y aller. Comment ça va, les amis? Ça va bien? Ça va, ça va. Vous êtes à l'aise? Oui. Ok, eh bien ça tombe bien que tu aies le micro, mon cher Alan, parce que le panel que nous allons vivre dès maintenant, c'est s'autoriser à jouer sa chance. On aimerait découvrir, Alan, mais comment t'as joué ta chance? Ton parcours, il est dingue, raconte-nous. Mais merci beaucoup déjà. Alors moi, c'est vrai que s'autoriser à jouer sa chance, ça fait écho, c'est beaucoup écho à mon parcours et aux difficultés que j'ai pu rencontrer, au fait que j'ai voulu un peu casser ce plafond de verre qu'on peut avoir parfois dans les banlieues. Et je me suis dit que je pouvais le faire. Je pouvais le faire parce que je suis déjà passionné. Et quand on est passionné, je pense que ça nous aide déjà à gagner en motivation. Totalement. Et ça nous aide à se dire que si d'autres l'ont fait, je peux le faire aussi. Totalement. Et donc c'est surtout ça en fait qui m'a permis à moi de me dire voilà, je suis pas moins bon que les autres, je peux le faire aussi. Et même le fait de connaître des difficultés et de venir d'un endroit qui n'est pas forcément favorisé, ça peut nous pousser à se donner au maximum et à se dire bon bah je viens de plus loin, mais c'est pas ça qui va me bloquer. Et au final, j'ai fonctionné à l'audace parce que voilà, je suis pas, malheureusement ou heureusement, je sais pas, dans ma famille, on n'avait pas forcément de contact dans ce domaine-là, dans un domaine qui est assez de niche. Donc c'était soit j'allais à l'audace, ou soit j'avais rien du tout. Donc j'y suis allé à l'audace, je me suis autorisé à aller à l'audace parce que je me suis dit que j'ai les capacités pour bien faire. Et au final, ça m'a aidé. Magnifique, ça s'acclame très fort. Et je profite de vos acclamations pour accueillir notre très cher athlète paralympique préféré, Arnaud Assoumani. Merci Arnaud. Merci Arnaud d'être parmi nous. J'enchaîne parce que tu as parlé de beaucoup de choses, Alan, et ça m'envoie tout de suite vers toi, Sarah. J'aimerais, toi qui es directrice du Bondi Blog et qui a donc l'habitude d'interviewer ces gens qui ne s'autorisent pas forcément à jouer leur chance, quel est le constat que tu fais par rapport à ce thème ? Merci déjà pour l'invitation, je suis ravie d'être là, vraiment. J'en profite juste en 2 mots pour juste vous remercier, vous féliciter pour l'organisation de cet événement qui est hyper beau. Je crois qu'on peut tous accueillir et acclamer Karina et son équipe. Merci Expo Favela d'organiser tout ça, merci beaucoup. Pour répondre à ta question, Guy, effectivement, au Bondi Blog, on fait notre travail de journaliste, on interroge des gens. Nous, notre ligne éditoriale, c'est de raconter la vraie vie des quartiers populaires et d'interroger les vrais gens des quartiers populaires qu'on entend encore trop peu dans les médias dits traditionnels. Et sur la question des rêves, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup... Enfin, c'est un sujet qui revient comme il peut revenir dans la société française dans son ensemble, dans le monde et dans les planètes entières. Le sujet, c'est finalement la question qui est posée aujourd'hui, c'est celle de s'autoriser à jouer sa chance. Et on parle aussi pas mal d'égalité des chances, plus politiquement. Et effectivement, en fait, le sujet, il est parfois aussi à ce niveau-là, c'est qu'on part pas toujours du même pied d'égalité là-dessus. Évidemment que nous, en tout cas, dans l'éducation aux médias, on intervient beaucoup dans des classes, etc. Donc auprès des plus jeunes, évidemment que le rapport au rêve, à la chance, etc. est là, et à l'optimisme, disons. Mais après, en fait, le sujet, c'est plus au niveau des inégalités qu'il peut avoir dans cet accès au rêve et comment on peut réussir à esquiver les obstacles pour réussir. Alors, il y a des fois où ça fonctionne, effectivement, et on a besoin de rôle modèle, comme on dit aujourd'hui. C'est essentiel de pouvoir visibiliser ces histoires, les raconter et faire rêver, finalement. Mais c'est aussi important de ne pas occulter, finalement, la réalité systémique, pour le coup.
inégalitaire, etc., qui est pour le coup encore à combattre. Donc voilà un peu ce qu'on... Merci pour le contexte que tu nous donnes, Sarah. Dans quelques instants, je vais venir vers toi, Valérie, mais avant, je voulais interroger Arnaud. Quand on parle de partir de loin, Arnaud, t'en sais quelque chose. Et on a besoin de toi pour éclaircir cela. Qu'est-ce que c'est que partir de loin et finalement s'autoriser, quoi qu'il arrive, à jouer sa chance? Bonjour à toutes et à tous. Ça va, vous êtes en forme? Je vois que vous êtes vraiment à l'heure brésilienne avec les éventails, c'est super. Ravi d'être ici avec vous. Partir de loin, effectivement, lorsqu'on parle d'égalité des chances, on part tous d'un niveau différent. Enfin, ça, c'est, au final, c'est simplement factuel. On ne le visualise pas forcément de cette manière-là. Il y a différents niveaux, par exemple, de discrimination. Le handicap est le premier critère de discrimination pour les 8 dernières années, depuis 8 années consécutivement. Et on peut estimer un espèce de spectre là-dessus, où effectivement ça va être propre à tout un tas de caractéristiques propres à l'individu, mais propre aussi à des environnements sociaux, économiques, de territoires, de lieux, voilà, où on grandit. Et la notion d'accès est en fait hyper importante. Partir de loin, moi j'ai pu accéder, je fais de l'athlétisme et vous avez sûrement suivi les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques l'été dernier et encouragé l'équipe de France ou l'équipe brésilienne ou d'autres équipes et les athlètes. C'est parce que ces athlètes ont aussi eu accès, quelles que soient leurs différences et leurs challenges, pas difficultés, leurs challenges et vulnérabilités. On a tous et toutes des challenges et des vulnérabilités. Moi, ma mère, j'habitais à la campagne et j'allais m'entraîner à Angers, c'est parce qu'elle pouvait, après le travail, parce qu'elle avait le temps et elle était sympa aussi, me conduire à l'entraînement, en fait, tout simplement. Si elle n'avait pas multiplié au fur et à mesure des années, parce que je m'entraînais de plus en plus, ces allers-retours, et si on n'avait pas les moyens financiers, si on était plutôt modeste de le faire, jamais je n'aurais pu m'entraîner, jamais je n'aurais pu progresser, jamais je n'aurais pu avoir cet accès et ensuite être, entre guillemets, une inspiration, en tout cas une représentativité. Je représente quelque chose pour des personnes, et ça va être très personnel. Et justement, la multiplicité des parcours, des visages, des expériences, des expressions est essentielle. Et les rôles modèles, qu'ils soient dans les quartiers, à la campagne, dans les villes, qui s'exportent, qu'on se fasse voler nos cerveaux pour la NASA, qui n'est pas une très grande organisation en plus, avec un de nos meilleurs ingénieurs français. Cet exemple-là est essentiel. Et le deuxième point que tu as évoqué, Sarah, est hyper important, c'est celui de l'égalité des chances et l'accessibilité. Je terminerai là-dessus. Les Jeux paralympiques, c'est un principe d'égalité des chances. Les catégories, on a des catégories de handicap. Je vais concourir, moi, par exemple, avec des personnes à qui il manque un bras, que ce soit, j'en sais rien, accident ou soit né avec une malformation comme moi, des personnes malvoyantes ou non-voyantes, c'est la même chose, les personnes en fauteuil également, c'est un principe d'égalité des chances. Et le handicap, hand in a cap, qui était un jeu de hasard au départ au XVIe siècle en Angleterre, les courses hippiques qu'il y a eu ensuite au XVIIIe siècle, les chevaux avec les cavaliers qui étaient les meilleurs, partaient avec une distance plus importante ou avec un poids supplémentaire pour un principe d'équité, où au départ, si on va courir avec un enfant, on va lui laisser généralement un petit peu d'avance devant et donc l'accessibilité et les problématiques systémiques ne sont pas à mettre de côté par rapport à ce que nous on peut faire comme individus. Tout ne doit pas résider sur tu travailles suffisamment ou pas. C'est justement le contexte et l'environnement qui va jouer énormément. Magnifique, ça s'acclame très fort. Bien évidemment, pour clôturer ce premier tour, je me tourne vers toi, Valérie. Parce que toi, tu t'évertues à faire en sorte que chacun bénéficie d'une égalité des chances plus concrète. Parle-nous un peu du programme que tu diriges et de ce que tu fais pour favoriser les jeunes dans leur égalité et dans leur capacité à saisir, jouer leur chance. Merci beaucoup. Moi déjà, je suis très très admirative d'avoir la chance d'être assise à vos côtés cet après-midi.
parce que ce qu'on fait, nous, et je vais plutôt dire nous plutôt que je, parce que évidemment j'incarne aujourd'hui devant vous ce programme Give Me Five et j'en suis la chef d'orchestre, mais évidemment c'est avant tout un collectif chez Vinci qui s'engage en faveur de l'orientation et de l'insertion des jeunes et évidemment de l'égalité des chances, comme tu le disais Sarah, bien sûr c'est un point clé. Donc ça c'est la première chose. Après, je veux aussi dire que je ne suis pas là pour vanter un modèle qui serait plus vertueux que les autres. Dans l'ADN de ce programme, Give Me Five, il y a avant tout beaucoup d'humilité. Wow. Le sujet des inégalités sociales est beaucoup trop grave et beaucoup trop sérieux pour que quiconque seul puisse prétendre arriver à trouver une solution ou briller par une idée meilleure que les autres. Je crois qu'il n'y a pas une idée, il n'y a pas un programme ou une entreprise ou une asso. Il y a avant tout la conviction pour de nombreux acteurs de la société, à la fois des acteurs économiques et à la fois privés et à la fois des acteurs de l'économie sociale et solidaire, le défi d'arriver à résoudre ces problèmes. Et d'arriver à résoudre ces problèmes aussi pour une raison de cohésion sociale, pour une raison aussi de pérennité de système. C'est-à-dire que les inégalités sociales, elles sont en train de détruire notre vivre ensemble. Et elles créent aussi, elles peuvent créer en tout cas, parfois, du ressentiment des uns vis-à-vis des autres. Le sujet, c'est bien d'être ensemble, de vivre ensemble et de regarder tous dans la même direction avec de la volonté, puisque là où il y a de la volonté, il y a un chemin, ça commence par ça, mais aussi beaucoup d'humilité et la certitude que si on ne s'y met pas tous et qu'on ne fait pas tous un peu notre part, ça ne fonctionnera pas. Totalement. Donc dans le tous, il y a tous ceux qui tendent la main. Bon, du coup, le programme Give Me Five, c'est le petit clin d'œil, c'est effectivement Give Me Five, je tends la main, mais je ne tends pas la main tout seul, justement. J'ai quelqu'un en face qui tape dedans. C'est-à-dire que quand on propose quelque chose, il faut qu'en face, la main tendue, elle soit saisie. En responsabilité aussi. Les choses, elles ne tombent pas du ciel pour personne. Il y en a quelques-unes des personnes pour qui ça tombe un peu du ciel, mais là, on n'est pas en train de parler d'eux. En général, ça vient pas tout seul. Ça veut dire qu'il faut être aidé, il faut avoir l'opportunité de rencontrer des gens qui vont nous encourager, mais il faut aussi se bouger. C'est les deux, en fait. Il y a aussi, et tu en as parlé, de ta détermination. Évidemment, on t'a entendu sur tes entraînements de plus en plus, soutenus en l'occurrence effectivement par ta famille qui t'a aidé, mais à un moment donné, il y avait aussi cette motivation-là. Donc l'objectif du programme Give Me Five, c'est d'accompagner des jeunes de 12 à 25 ans qui sont clairement dans une situation où ils n'ont pas les mêmes chances que d'autres, soit parce qu'ils vivent dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires, ça c'est le terme quartier prioritaire de la politique de la ville, okay. Soit en territoires ruraux. Je t'ai entendu parler de la campagne, c'est aussi un de nos objectifs d'aider les jeunes des territoires ruraux parce que leur horizon, c'est pas le même. Non plus. Ils s'arrêtent très très vite pour des raisons de mobilité, pour tout un tas de raisons qu'on connaît et que tu as en partie évoquées. Donc on va avoir un certain nombre d'actions et je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Si je devais résumer l'objectif, c'est de faire en sorte que, alors saisir sa chance, oui, mais surtout croire qu'elle peut exister d'abord. Okay. Ne serait-ce que ça, en fait. C'est-à-dire ne pas partir en se disant « c'est pas pour moi ».
Déjà rien que ça. Merci beaucoup Valérie, ça s'acclame également. Forcément, ça me conduit vers toi, Alan, parce que tu as su créer ton chemin. Comment on passe d'une banlieue du 93 à se retrouver quelque part à la NASA? C'est quoi le chemin et qu'est-ce qui t'a permis de croire que c'était possible? Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, et ça rejoint aussi ce qui vient d'être dit, c'est le fait que j'ai refusé de me dire que... en fait, j'ai refusé de ne pas être ambitieux et de ne pas viser le plus loin possible. En fait, je me suis dit, dès mes 15, 16, 17 ans, je disais qu'un jour, j'ai envie de travailler à la NASA. Et je l'assumais, quoi. Mais est-ce que c'était prétentieux? Comment c'était perçu? Souvent, quand on a des rêves et qu'on les déclare, on a pas mal de monde qui nous dit « Arrête de te la raconter, tu crois qu'en des rêves, c'est pas possible ». C'est vrai que moi, c'est ce qui m'est arrivé au final. Ça n'a pas forcément été perçu d'une manière positive quand j'étais au lycée, parce qu'on m'a dit que le spatial, c'est un domaine qui est assez difficile d'accès, assez compliqué. La NASA, c'est peut-être un peu trop aussi. Donc, j'ai commencé mes études en économie et gestion. Rien à voir avec le domaine aérospatial. Totalement. Et donc, moi, j'ai connu ce moment où on s'auto-limite, ce moment où on s'auto-censure tout seul, parce qu'on se dit qu'on ne va pas y arriver. Et au final, j'ai réussi, de par, je pense, ma passion, et aussi par le fait que j'ai refusé de vivre avec des regrets aussi. Je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance quand même, parce que je pense que c'est toujours mieux d'essayer, quitte à ne pas y arriver, mais au moins on est sûr qu'on l'a tenté, plutôt que de même pas essayer. Parce que si on n'essaye pas, ce qui est sûr à 100%, c'est qu'on va pas y arriver. Mais c'est fort d'avoir eu ce mindset aussi jeune. Est-ce que tu peux nous rappeler ton âge? Là, j'ai 25 ans. Waouh, ça s'acclame, ça aussi. Merci. Il y en a 45 ans, ils osent pas. Mais c'est vrai que le moment où je me suis réorienté pour tenter ma chance, tenter ma passion, j'avais 18 ans. Wow. Et après, il y a eu toutes les difficultés qu'un jeune de banlieue peut avoir, le travail le week-end, parce que les parents n'ont pas forcément les moyens, donc il faut travailler à côté des études, les heures de transport, les prêts, demander des prêts étudiants qu'on me refuse, enfin, voilà, des choses qu'on peut connaître en tant que jeune. Et donc, ouais, il y a eu des difficultés, mais au final, moi je pense que s'autoriser à jouer sa chance, c'est étroitement lié déjà à la confiance en soi. Il faut se dire que je peux y arriver, même si je suis d'origine, de telle ou telle origine, de tel ou tel quartier, je peux y arriver aussi. Certes, ça peut être plus compliqué pour nous, parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas forcément peut-être des contacts, on n'a pas forcément un modèle proche sur qui se fier, un oncle, un papa, une maman, peu importe. Mais pour moi, en fait, je me suis dit que ça ne va pas être une raison pour me stopper, et je vais le faire le maximum pour y arriver. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait qu'au final, j'y suis allé à l'audace et j'ai réussi à réussir mon école d'ingénieur et réaliser mon rêve en sortie d'école, quoi. Donc, moi, je pense que c'est ce message-là aussi que je transmets beaucoup dans les lycées, les collèges que je fais pour parler un peu aux jeunes. Je leur dis toujours de ne pas s'auto-limiter. Pitié, ne vous auto-limitez pas, vous n'êtes pas moins bon que les autres. Et parfois même, de par d'où vous venez, de par ce que vous vivez, vous êtes même parfois meilleur que les autres, parce que vous avez même un meilleur mindset au final. Et vous allez même plus loin, vous avez encore plus de hargne, entre guillemets. Et donc ça, c'est ça que je veux au maximum faire passer dans les quartiers populaires, mais même ailleurs. Au final, on parlait des campagnes aussi, c'est un peu les mêmes problèmes. C'est le même problème. Parce que je pense que c'est important de dire aux jeunes que c'est possible et qu'il faut, voilà, tout simplement s'autoriser à jouer sa chance et ne pas manquer d'audace, ne pas manquer d'ambition, parce qu'on peut tous le faire en fait. C'est très fort et c'est très concret. Et j'ai envie de me tourner vers toi, Sarah. Comment on donne écho à un tel message sans que ça tombe uniquement dans le développement personnel? Il faut croire en soi, estime de soi, devenir la meilleure version de soi-même. Tout ça, c'est super sympa. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour instiller ce mindset-là dans la tête des plus jeunes pour qu'ils s'autorisent à jouer leur chance? Je pense qu'il y a la recherche d'exemples concrets, justement. Pour être concret, il n'y a qu'à chercher du concret dans le réel, finalement, et de proposer des exemples concrets, parler concrètement aux gens et sincèrement aux jeunes, notamment. L'impression d'avoir 75 ans en disant ça, du coup. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que pouvoir, réfléchir et discuter avec eux clairement, sincèrement, concrètement, et leur proposer des exemples qui sont concrets. Ok, tu veux faire du journalisme, quel type de journalisme tu veux faire? Tu veux aller sur la Lune? Tu veux être ingénieur, quel type d'ingénierie? Parce qu'il y a plein de particularités, en fait. C'est-à-dire que le journalisme, ça veut tout rien dire. Moi, petite, je voulais me tourner vers le journalisme, mais on parlait de présentation télé, moi, c'est pas ce qui m'intéressait. Voilà.
Et en fait, c'est leur proposer plusieurs modèles. Et c'est aussi, je pense, pour pouvoir... parce qu'en réalité, l'autocensure dont tu parlais, les barrières limitantes qu'on peut se mettre, elles sont liées à une inconnue, et une inconnue dont on ne parle pas, c'est-à-dire la partie plus négative, disons, des choses, du métier, du système, etc. C'est la masse de travail qu'il faut pour y arriver. Et en fait, c'est ça, c'est pouvoir parler concrètement, nommer en fait ce qui ne va pas. Moi, je sais que, par exemple, dans le journalisme, je suis arrivée très jeune au Bondi Blog en stage de 3e, donc il y a fort longtemps. Et en fait, j'avais peur d'aller personnellement dans ce milieu-là, bien que j'y étais déjà, mais de manière associative, après l'école, etc. Mais j'avais peur d'y aller parce que je voyais en fait des plus grands qui se confrontaient à des réalités sociales qui étaient compliquées. La difficulté de trouver une alternance, un stage même, la réalité de trouver un premier job, etc. Et en fait, je me disais, mais ça a l'air d'être tellement une inconnue que je ne maîtrise pas, qu'en fait, j'ai peur d'y aller. Et en fait, la première censure, effectivement, elle peut venir de nous-mêmes. Mais de nous-mêmes en raison de ce problème systémique de manière plus générale. Donc concrètement, pour ne pas glisser vers le développement personnel, je pense que pour être concret, il faut juste proposer des exemples concrets et parler en fait clairement, et en fait faire aussi du cas par cas, parce qu'en réalité, évidemment qu'il y a un sujet général, mais en fait chaque réalité est particulière, et donc ouais, c'est pouvoir aussi s'adapter au maximum. Je vais laisser Alan répondre avant de redonner la parole à Arnaud. Je suis vraiment à 1000% d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et en fait, c'est ce que aussi je voulais parler, c'était cet aspect de clarté dans les parcours qu'on propose et les parcours qu'on peut... Enfin, en gros, à quel point l'information arrive à nous. Et ça, je pense que c'est important, comme elle a dit, qu'il y ait des modèles ou des personnes qui soient issues des mêmes types d'environnement, etc., qui viennent en personne parler et qui viennent dire, voilà, je suis comme vous, et aujourd'hui je fais ça, je suis passé par ci, par ça, voilà ce que j'ai vécu. Et ça lie aussi à la clarté de, j'ai envie de faire ce métier-là, c'est clair, je connais le chemin, je connais différentes étapes pour y arriver, j'ai envie de... Je dis un métier, mais peu importe, un projet en général. Quelles sont les différentes étapes pour y arriver? Et je pense que quand il y a de la clarté, il y a du coup forcément de la motivation qui suit, et forcément on développe des capacités, je pense, qui nous permettent de se surpasser en fait. C'est clair que quand on a le chemin, on se rend beaucoup plus facilement à la destination. Mais en l'absence de rôle modèle, en l'absence d'exemple, ce qui a été ton cas, tu n'as pas d'oncle ou de personnes dans ta famille qui sont à la NASA pour que tu t'y retrouves aujourd'hui. Ça signifie que tu as dû faire preuve d'une pugnacité, d'une force intérieure pour arriver à ton objectif, alors que personne n'y croyait et que toi-même t'y doutais. C'est certainement quelque chose que tu as vécu, Arnaud, et on a besoin de paroles très concrètes pour nous aider en tant qu'entrepreneurs, étudiants, salariés, porteurs de projets. Personne ne croit en nous. On n'a pas de modèle autour de nous. On ne sait pas comment faire, mais on sait qu'on veut y arriver. Par quoi on passe ? Je ne vais pas répéter ce qui a été dit parce qu'au final, ça a déjà été illustré. L'aspect individuel, la motivation, la persévérance, le fait de pouvoir avoir un rêve. Moi, c'était un rêve qui s'est transformé en objectif. Et ensuite, de pouvoir réellement, tous les jours, y croire, même s'il n'y a personne d'autre qui y croit. Je veux simplement pas prendre ces cas qui sont exceptionnels comme une généralité. Totalement. Parce que c'est mentir de dire... moi, je fais des interventions dans des écoles depuis plus de 20 ans. Je travaille dans le milieu associatif et notamment sur ces problématiques d'égalité des chances. Et donc là, on parle de l'aspect individuel, mais de la manière aussi où nous, on peut avoir cette responsabilité de conséquences systémiques, encore une fois, de choses qui ne sont pas mises en place, d'environnements qui ne sont pas mis en place, que ce soit l'école, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour le logement, pour les transports. Il y a des barrières visibles. Ce sont des discriminations, il y a des choses visibles et factuelles, et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus invisibles, qui sont un peu plus subtiles, et dans lesquelles on est en fait toutes et toutes victimes et acteurs. Et on pourrait prendre plein d'exemples dans le handicap par rapport au fait pour les femmes, la couleur de peau, si on est en fait partie LGBT, son orientation sexuelle et son genre. La religion. La religion également, le lieu, etc. Ce qui est très important pour moi, c'est de garder cette motivation et d'avoir des rôles modèles. Et les rôles modèles, souvent, ils se trouvent plus près qu'on ne le croit. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des exceptions comme nous, c'est génial. Mais à un moment, encore une fois, ce sera peut-être ou sûrement pas possible, en fait, malheureusement. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit possible ? Oui. Eh ben, c'est la question d'accessibilité. La question d'accessibilité qui est très concrète lorsqu'on parle de handicap. Loi du handicap, c'est les 20 ans cette année. Une des choses essentielles par rapport à la loi de 2005 par rapport au handicap, c'est justement de dire qu'en tant que société, nous avons une responsabilité par rapport à la manière dont les environnements
ont été dessinés, l'urbanisme par exemple pour la rue, les transports, etc., et de créer des lieux qu'on appelle inclusifs. Mais au final, c'est pas simplement pour quelqu'un qui manque un bras, quelqu'un qui manque une jambe, 80% des handicaps par exemple sont invisibles, mais on est tous et toutes en situation de handicap en fait à un moment dans notre vie. En fait, je vais pas dire on s'en manque du handicap, c'est plutôt comment on traite des vulnérabilités, des besoins de chacun et chacune, de quand on est tout petit jusqu'à lorsqu'on est âgé. Et là-dessus, lorsqu'on répond à ces problématiques en prenant l'ensemble, en fait, quand on veut résoudre des problématiques d'accessibilité, eh ben, ça bénéficie à tout le monde. Et l'accessibilité pour les études, l'école, quand on dit quand on veut, on peut, non. Ouais, non, clairement pas. 100% d'accord. Clairement pas. Ouais. Je suis d'accord aussi. Quand on peut, on veut. Si vous voyez le chemin, vous voyez que c'est possible, vous avez les codes, vous avez les compétences, vous avez le réseau, bah oui, vous pouvez. Après, vous avez votre responsabilité individuelle de le faire ou non. C'est votre choix. Mais avant ça, lorsque vous voulez, et vous dites, mais franchement, ouais, je suis plutôt smart, je travaille dur, etc. Mais c'est comme quand on dit l'expression des coups d'épée dans l'eau. C'est un petit peu ça. Donc là-dessus, je rejoins ce qui était dit avant. C'est que lorsqu'on est sur des problématiques systémiques, les réponses sont multifactorielles. Totalement. Et on a besoin de tout le monde, donc forcément des institutions et politiques. Donc à un moment, nos engagements en tant que citoyens et citoyennes sont hyper importants. On a besoin des entreprises, on a besoin des associations, on a besoin des investisseurs, et on a besoin d'être dans des coopérations, ce qui aujourd'hui n'est pas vraiment la force, je pense, de notre société. Mais pourtant, et justement, Expo Favela le prouve, et les associations, le Bondi Blog, Globe, c'était pas mal aussi. Vous voulez pas vous... globaliser Terre et après une autre planète. C'est de pouvoir travailler ensemble, justement. Parce que les solutions, elles existent, mais il faut pouvoir les voir, il faut pouvoir les cartographier, les sourcer. Et là, on peut être aussi inspiré et on peut voir, ah mais en fait, il y a des rôles modèles juste à côté de chez moi. En fait, je vais aller les voir, ils ont les codes, ils ont le réseau, ils ont appris. Transmettez-moi votre expérience. Yes. C'est archi fort ce que tu viens de nous dire, Arnaud, et je pense que le public est d'accord avec moi. Oui, le public le montre. Avant de donner la parole à Alan, je voulais venir vers toi, Valérie. On a parlé d'accessibilité, et notamment d'accessibilité systémique. Si aujourd'hui, on n'a pas forcément accès à la saisine de sa chance, est-ce que ça veut dire qu'on met tout en place pour pas que les gens aient accès au fait de saisir leur chance? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je ne me permettrai pas de répondre, et je ne saurais pas en quel nom d'ailleurs, à cette question, non pas qu'elle ne soit pas intéressante. En revanche, je sais ce que nous, à notre petit niveau, on met en place. Super. Lorsque j'ai parlé du coup de l'orientation et de l'insertion professionnelle des 12-25 ans, ça veut dire qu'on est en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale sur un programme donc, qui existe depuis la rentrée scolaire 2018-2019. Être en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est une première, ça ne suffit pas, mais c'est une première coopération publique-privée qui fonctionne. Parce que, évidemment, quand on parle d'insertion professionnelle, ça veut forcément dire qu'on doit impliquer les entreprises et donc les entreprises privées. Ça commence par là. Ce qu'on fait, donc, c'est qu'on travaille, on accompagne des jeunes à partir de la 5e. Sur le premier volet, puisque Give Me 5, il y a 5 volets. Donc, le premier volet, c'est de l'orientation pure. C'est entre 12 et 15 ans. Donc, on va dire 5e, 4e, 3e. Et maintenant, on travaille sur la filière professionnelle. Un jeune en 5e, lui poser la question de qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, à part si on tombe sur Alan, il y a quand même globalement de grandes chances, probablement sur toi aussi d'ailleurs, mais à part vous, il y a quand même de grandes chances que ce jeune de 12 ans en 5e réponde « je ne sais pas ». Et qu'en plus cette question lui foute la pression, qu'il y a une forme de pression de alors, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire et en fait, quand on n'a pas la chance d'avoir une passion de jeunesse, c'est extrêmement angoissant, en fait, cette question. Donc, on a essayé de retourner un peu le sujet. Et la question qu'on pose, c'est pas qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, c'est qui es-tu ? Et donc, la première chose, alors je sais qu'on a parlé de développement personnel, donc on est un peu entre tout ça. Qui es-tu ? C'est qu'est-ce que tu sais de toi ? Et
quand on est en 5e, on sait déjà si on préfère passer son temps libre à être dehors, à être à l'intérieur, à faire toujours la même chose, à être plutôt en groupe ou au contraire à dessiner, écrire ou lire seul, ou les deux, de faire chaque jour des choses différentes, au contraire tout le temps la même chose parce que c'est notre truc, etc., etc. Et petit à petit, on essaye d'illustrer. Puisqu'en fait, les jeunes, on les accompagne en 5e, on revoit les mêmes en 4e, on revoit les mêmes en 3e, parce que l'idée, c'est de tirer le fil aussi sur quelque chose de qualitatif et de voir comment, de mesurer en fait le chemin parcouru entre la première fois où on les a rencontrés et puis la 3e où se dessinent les premiers choix d'orientation. Et petit à petit, de mettre des compétences et des capacités, puisque c'est comme ça qu'on appelle évidemment les soft skills, les compétences après dans le monde professionnel, face à ce qu'ils nous ont dit d'eux et de l'illustrer en leur faisant rencontrer des professionnels qui viennent à eux, qui leur expliquent, un peu en mode vie ma vie, mais non pas du point de vue du professionnel, mais du point de vue du jeune. Et donc en fait, les jeunes vont se retrouver dans une situation où ils vont être acteurs de cet accompagnement, puisque ce sont eux qui vont travailler en petits groupes pour préparer leurs questions, voilà, comme le feraient des journalistes, par exemple, Sarah, et avec des questions qui permettent de faire des pas de côté. C'est pas seulement à quoi ça ressemble ta journée, voilà, donc le matin j'arrive, etc. C'est, j'en sais rien, si ton métier était un moyen de transport, ce serait quoi ? Et là, on arrive à des choses incroyables en termes de créativité, du concret, des messages clairs, et ensuite la possibilité de continuer à garder un contact avec un professionnel sous forme de mentorat, et ensuite la possibilité, lorsqu'ils avancent dans leurs études, de faire des stages, de faire de l'alternance, et de continuer à avoir ce rôle bienveillant et cette aide tout au long des étapes de leur parcours d'orientation et d'études. Merci infiniment Valérie pour ta réponse. Cher public, préparez-vous, d'ici quelques instants, ça va être à votre tour de poser les questions. Donc commencez à les écrire sur votre morceau de papier ou votre téléphone, c'est bientôt vous, les journalistes. En parlant de journalisme, Sarah, on dit souvent qu'il y a une vraie disparité et un vrai problème envers l'insertion professionnelle, l'évolution, et tu le comprendras, des femmes. En tant que journaliste, femme, quelles ont été les difficultés auxquelles tu as été confrontée? Tu nous as parlé tout à l'heure de cette fameuse alternance et de ce premier stage de 3e que tu as eu des difficultés à faire. Aujourd'hui, comment est-ce que tu développes Blondie Blog en tant que femme? Vous avez 4 heures. Non, je n'ai pas 4 heures. Non, mais oui, c'est un large sujet. En fait, à un moment donné, il y a une forme de cumul des discriminations, et je ne dis pas ça pour faire le Calimero ici, mais effectivement, en fait, il y a plein d'initiatives qui sont très cool, d'associations, heureusement, qui sont présentes, de programmes qui existent, etc. Mais effectivement, il y a un sujet, en fait, sociétal à ce niveau-là, au niveau des discriminations. Et effectivement, quand parfois on cumule les facteurs, disons, ça peut être parfois plus compliqué. Nous, au Blondie Blog, effectivement, là, on est un peu, c'est assez exceptionnel dans le paysage médiatique, c'est-à-dire que depuis plus de 10 ans, finalement, ça a toujours été des femmes à la tête du Blondie Blog, wow. En direction. Là, on est un binôme de directrice et rédactrice en chef. Et en fait, c'est trop grave que ce soit trop rare. C'est-à-dire que le journalisme, comme dans plein de milieux professionnels, c'est des milieux qui sont à la fois partagés par des femmes et des hommes, par des personnes racisées, des personnes qui ne le sont pas, par des personnes qui viennent de quartiers populaires et des gens qui n'en viennent pas, etc. Mais malheureusement, il y a une espèce de plafond de verre à un moment donné, et ça fait partie, ça répond aussi à la question de jouer sa chance. C'est-à-dire que quand on rêve, quand on est enfant, parfois, il y a tout un travail qui est hyper intéressant par une association qui s'appelle Une Voix pour tous, notamment, qui travaille sur la question de l'orientation professionnelle, sur la question en fait, des bacs pro, sur la question des métiers plus techniques finalement, et c'est hyper important aussi. Mais quand on rêve parfois de métiers qui sont plus, comment dire, qui sont issus des voies plus générales, disons, l'ingénierie, le journalisme ou d'autres, en fait, c'est compliqué de se projeter à certains grades d'une entreprise ou d'un métier,
Parce qu'en fait, on manque de représentation, notamment à ce niveau-là. Et c'est valable effectivement dans le journalisme, où le Bondi Blog, cette année, va fêter ses 20 ans. En 20 ans, on a formé des centaines de journalistes. On a une prépa qui s'appelle la prépa égalité des chances, avec la plus grande école de journalisme de France, qui est l'ESJ Lille. Il y en a d'autres qui sont très bien aussi. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va sortir d'une autre école en me disant non, la mienne c'était la meilleure. C'est ça. Mais en fait, l'idée c'est de pouvoir aussi raconter. Moi par exemple, j'ai pas fait d'école de journalisme. Moi j'ai été à Paris 8 à Saint-Denis et à la fin ça marche. Et en fait, c'est de montrer qu'il y a des parcours bizarres parfois. Et en fait, ces parcours bizarres sont tout autant valorisables que des parcours qui ne le sont pas. On a un format qu'on a fait d'ailleurs avec Karina Tavares, qui est la fondatrice de l'Expo Favela, qui est sorti cette semaine, un format qui s'appelle Parcours et qui raconte ce qu'on appelle aujourd'hui les parcours transfuges de classe, sans tomber dans le développement personnel, sans tomber dans la méritocratie de vous voyez, quand on veut, on peut, on n'en peut plus de cette phrase. C'est-à-dire que, en fait, se dire que oui, il y a eu un parcours, mais l'idée c'est de raconter tout ce qui s'est pas bien passé, ou tout ce qui a été parfois plus compliqué, et raconter que le parcours il est pas linéaire, c'est pas juste j'ai rêvé de faire ça et aujourd'hui je fais ça, regardez c'est trop stylé et je vous montre juste la partie stylée. C'est de montrer un peu l'envers du décor. Et évidemment j'ai perdu le fil de la question, mais j'y reviens sur la partie oui, être plutôt une femme ou autre. Je pense qu'en fait il y a un sujet de comment on arrive à faire de nos... C'est même pas d'une différence, parce que la preuve, dans cette salle, on est plein de femmes. C'est pas tellement une question de différence, c'est une question de comment est-ce qu'on arrive à pas s'arrêter en fait à certaines barrières qu'on peut nous mettre. Effectivement, Valérie, tu parlais à l'instant des entretiens qu'on peut avoir au collège, d'orientation ou autre. Moi, je sais qu'à ce moment-là, si j'avais pas été entourée, si j'étais pas déjà en fait au Bondi Blog, mais j'aurais jamais fait ce métier. J'aurais jamais fait ce métier. Quand tu expliques à une conseillère d'orientation que tu vas être journaliste et qu'elle rigole au premier degré, c'est compliqué. Évidemment que c'est compliqué, mais quand derrière, en fait, tu dis j'en vois d'autres et je vois que finalement, c'est un peu possible, on va pas s'arrêter dessus. Mais effectivement, ouais, le sujet, il est bien plus profond que ça. Et en fait, on peut pas demander, par contre, à des très jeunes de les régler directement. Mais je pense qu'une des clés, c'est quand même de les former sans leur faire peur, mais en fait d'être, moi je sais que ce qui m'a un peu sauvée aussi, c'est d'avoir écho de ce qui pouvait m'arriver entre guillemets derrière, c'est-à-dire que le parcours il va être peut-être un peu plus compliqué que la petite fiche ONICEP qui expliquait qu'on me file à l'école. Ça risque d'être un peu plus sport, mais c'est pas grave. Et donc à partir du moment où on est prêt, ça aide un peu, mais il faut être bien accompagné. Et là-dessus vraiment la force de l'associatif dans les quartiers populaires aujourd'hui, parce que, soyons honnêtes, le système éducatif et institutionnel ne va pas au mieux. La force associative est hyper importante. Donc ouais, c'est avoir des appuis après solides pour pouvoir tracer sa route. Exceptionnel, Sarah. Bien sûr, j'allais me tourner vers toi, Arnaud, avant de rappeler au public que ça y est, c'est imminent, c'est bientôt votre tour de jouer les journalistes et de poser les questions. Tu interviens aussi beaucoup dans les écoles. Comment est-ce que tu préviens les jeunes de ce qui peut leur arriver dans leur orientation, tout en répondant et en rebondissant sur ce que Sarah vient de dire? Je vais répondre très brièvement à cette question. Je pense que notre but, lorsqu'on va dans les écoles, souvent on parle de notre parcours, parce que c'est ce qui parle le plus. On va pas avoir des discours comme là on peut avoir aujourd'hui, donc ça va être dans des choses très concrètes, liées au rêve. Et enfin, c'est une chance. On parle d'égalité des chances. Dans égalité des chances, il y a chance aussi. Et à un moment, en fait, non mais c'est hyper important enfin, c'est une chance quand on dit j'ai de la chance ou autre. Ouais, à des moments, enfin, je fais un sport individuel, mais j'ai une équipe. Il y a énormément de personnes qui m'ont accompagné tout au long de la carrière dans l'ombre, qu'on ne voit pas. Il y a une personne de mon équipe qui est là aujourd'hui. Coucou Rim. Hello. et qui n'est pas directement liée à l'athlétisme. Mais toutes ces personnes contribuent au fait que je puisse être là aujourd'hui, au fait que j'ai pu représenter mon pays sur 6 Jeux paralympiques, remporter des médailles, etc. Donc on est surtout sur quelque chose de très concret, et c'est très important de croire en ses rêves quand on est enfant, adolescent, adulte et personne âgée. C'est un peu plus compliqué dans le monde dans lequel on vit et avec les différentes réalités. Je veux juste rebondir par rapport à des choses qui ont été dites sur le fait de dire peut-être c'est un petit peu plus difficile. Non, c'est plus difficile. Pour des personnes, c'est plus difficile. C'est une réalité. Mon père, lorsque j'étais petit, me disait il faudrait que tu sois 2 fois plus fort que les autres si tu veux réussir. Ce qu'il disait, il est d'origine comorienne, il arrive en France après le bac, c'était français les Comores, et donc il est arrivé dans les années 60 en France.
noir, assez grand. Il a fait des études pour être chercheur, docteur, des études de pharmacie en parallèle et des études pour être pilote de chasse. Sauf qu'il n'a pas pu être reçu. Il était reçu d'un point de vue académique, mais il n'avait pas une aussi bonne vue que moi. Mais je voulais pas être pilote de chasse, de toute façon ça aurait été un peu compliqué. Mais ça aurait été intéressant d'adapter. Non mais tout ça pour dire qu'il y a effectivement ces difficultés qui sont juste réelles, et à un moment il faut nommer les choses aussi. C'est juste que c'est plus dur. Ça c'est une réalité. Maintenant comment on fait collectivement et en coopération. Un aspect, ce que tu as évoqué, mais un peu de manière sous-jacente, et en lien avec Favela Expo, et l'innovation. Je donne souvent l'exemple que les personnes qui ont un handicap sont pour moi les plus grands innovateurs. Et en réalité, je l'extrapole et je l'élargis, les personnes qui ont vécu des challenges et des traumas et qui ont su s'en relever, ça s'appelle la résilience. Si on ne se relève pas, on meurt. On est en train d'innover. Alors vous allez dire, attends, qu'est-ce qu'il raconte? Lorsque vous grandissez ou lorsque vous devez interagir avec un environnement, avec des objets qui n'ont pas été conçus pour vous, eh ben, vous devez vous adapter. Et quand vous devez vous adapter, vous devez chercher des solutions. Et moi, je donne souvent, j'ai pas de montre par exemple aujourd'hui, pour mettre une montre, c'est souvent des montres de gaucher que je vais mettre à droite, et pour mettre ma montre, la première fois, je dis à ma mère, non, je veux la mettre tout seul, je sais pas quel âge je devais avoir, peut-être 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et je dû mettre une demi-heure pour la mettre, parce que je voulais le faire seul. Et au final, j'ai refusé l'aide, principe d'autonomie, et de me débrouiller tout seul, principe de liberté. Et les fois d'après, avec entraînement, je vais mettre 5 minutes, 30 secondes, et donc je suis en train d'innover. Mais ça, en réalité, pensez par rapport à vous, les différents challenges que vous avez eu dans votre vie, et qu'est-ce que vous avez développé, quel mécanisme, quelle stratégie vous avez mis en place pour dépasser cette challenge. Donc sur les besoins, on peut y répondre collectivement en tant que société, et également ensuite, il faut valoriser les soft skills, c'est exactement ça, valoriser les compétences, valoriser ce qu'on développe, lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on travaille dans la culture, lorsqu'on doit se débrouiller et faire avec les moyens qu'on a, et valoriser les associations, ce que fait le Bondi Blog, pour que les personnes, les publics puissent voir sur l'orientation également professionnelle ou l'accompagnement. Et je pense que l'expérience et l'expérimentation est très importante. Clairement, en 5e, c'est impossible. J'avais un rêve à 5 ans, mais jamais je me dis que ce sera un métier, très loin de ça. Mais il faut tester en fait. C'est très compliqué de dire à quelqu'un, tiens, c'est quoi toi, tu veux faire quoi plus tard? Ce sera ça, tu ne feras que ça. Le monde bouge tellement, non, essayez, et vous pouvez lancer, mais pour ça, encore une fois, il faut pouvoir s'autoriser et avoir l'accès et cette liberté. Waouh, merci beaucoup Arnaud. Tu voulais rebondir Valérie? Non? Ok, c'est parfait. Cher public, c'est maintenant. Le premier qui se lève. Paf! Tu vas nous donner ton prénom, on va t'apporter un petit micro dans quelques instants. Tu vas nous donner ton prénom, ce que tu fais dans la vie et nous poser ta question. Bonsoir, je m'appelle Elios et je suis étudiante en bachelor en aéronautique et en aérospatiale à l'IPSA. Et du coup, ma question, c'est pour Alan. Sans blague. On sait que tu voulais parler à Sarah. Non. Merci. En fait, du coup, l'année prochaine, je me spécialise soit en aérospatiale ou soit en aéronautique. Et mon rêve, c'est vraiment d'aller travailler aux États-Unis, soit chez Boeing ou soit à la NASA. Et du coup, je voulais que tu me briefes un peu ton parcours et comment est-ce que tu as eu l'opportunité d'aller travailler à la NASA? Elle est venue rentrer à sa place à Expo Favela. Magnifique. Elle n'a pas le temps. On applaudit. Déjà, félicitations. Félicitations pour ce que tu fais. Déjà, c'est très bien. Ça me fait plaisir de voir que tu es à l'IPSA, une école que je connais bien aussi. Pour tout te dire, moi, j'ai eu un parcours assez peu conventionnel. En fait, j'ai fait un DUT. J'ai fait un DUT. En fait, j'ai commencé, donc, comme je disais, j'ai commencé mes études en DUT en économie et gestion. Je me suis réorienté dans un autre DUT, en DUT. Aujourd'hui, ça s'appelle des BUT, mais moi, à mon époque, si je puis dire, bon, j'ai 25 ans, mais c'était des DUT en 2 ans. Et j'ai fait ça à l'université Paris-Nanterre, à l'UT Ville d'Avray. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur en alternance.
Et ça, c'est un message que je veux te faire passer à toi, mais même à des étudiants en général. C'est que, en fait, moi, pendant mes 2 années de DUT, je travaillais les week-ends justement pour financer ma voiture, mon permis, de quoi manger le midi, mes Navigo, etc. Et j'étais tellement traumatisé par ne pas avoir de jours de repos et faire du 7 jours sur 7 avec les transports la semaine, le week-end, le travail le week-end, etc. que je me suis dit que si je fais une école d'ingénieur, c'est en alternance ou rien. Parce que au moins l'alternance, tu signes un contrat avec une entreprise. Cette entreprise-là, en fait, elle va payer ton école et en plus, tu auras un salaire. Donc tu pourras être, on va dire, un peu plus financièrement indépendant. Tes parents, ils n'ont pas besoin d'avoir des trucs à charge, etc. Et ça t'aide aussi. Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, j'ai fait une école d'ingénieur en alternance. Je crois qu'à l'IPSA, tu peux maintenant. Oui. Parce que moi, en plus d'ailleurs, en parlant de l'IPSA, moi, j'avais été pris à l'IPSA, mais j'ai pas pu au final parce qu'ils me demandaient 8 000 € l'année et on m'a refusé des prêts étudiants. Donc, j'ai pas pu aller à l'IPSA. J'ai choisi une autre école, du coup, que j'ai fait en alternance. Mais aujourd'hui, il me semble que maintenant, il y a l'alternance à l'IPSA. Oui, et donc, quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé pour être pris à la NASA après, c'est l'alternance. Parce que pendant mes 3 ans d'école d'ingénieur, j'ai fait 3 ans d'alternance. Et donc, aux États-Unis, l'alternance, ça n'existe pas. Donc, en fait, je pense que déjà, quand j'ai contacté par mail une ingénieure vraiment que je suivais depuis mon alternance chez Ariane, je la suivais, j'ai contacté par mail vraiment à l'audace, comme ça, au culot. Et je me suis dit, au final, quelle est la pire chose que je peux avoir? C'est soit pas de réponse, ou soit elle me dit non. Bah ok, très bien, ma vie continue quoi. Enfin, si elle me dit non, ma vie continue. Si elle me répond pas, ma vie continue. C'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Donc j'ai tenté ma chance. Et j'ai aussi eu, on va dire, un peu aussi ce facteur chance qui est rentré parce que au moment où je l'ai contacté, quelques mois après, il y avait une ouverture de poste en contrat fixe pour du coup 2024. Donc c'était au moment où moi je finissais mon diplôme d'ingénieur et que je cherchais un premier travail. Et donc j'ai passé des entretiens comme ça. J'ai passé 4-5 entretiens à distance. Du coup, j'étais à Los Angeles, moi j'étais ici en France. Et c'est comme ça que j'ai été pris. Et ce qui a fait la différence, pourquoi ils ont pris moi, un Français, et pas d'autres Américains? Parce que, peut-être, oui, merci Arnaud, mais parce que je pense que déjà l'alternance, ça m'a beaucoup aidé. 3 ans derrière moi d'expérience, entre guillemets, ils se sont dit, il vient d'avoir son diplôme d'ingénieur, il a déjà 3 ans d'expérience, c'est bien. Et quand je leur racontais aussi un peu mon parcours, bah, ils ont adoré, ils ont vu que j'étais grave passionné. Et je pense que si tu es dans ce domaine-là, c'est que tu aimes un minimum ça. Et si tu es passionné, c'est encore mieux parce que tu verras que quand tu es passionné, que tu es animé par ton sujet, aux entretiens, tu seras beaucoup plus performante et tu vas juste dérouler. Et eux, quand ils vont voir que tu déroules et que tu adores ça, ils vont adorer. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Donc voilà, en fait, pour te dire plus concrètement, il n'y a pas de plateforme dédiée quand on n'est pas américain pour aller à la NASA, parce que la NASA, c'est l'agence spatiale américaine, et quand on est français, normalement, c'est très compliqué, c'est très rare d'arriver à la NASA. Donc j'ai vraiment contacté à l'audace, j'ai envoyé un mail à une chercheuse ingénieure que je suivais et qui faisait des travaux qui étaient liés à ce que moi je faisais en alternance, parce que je voulais aussi chercher une cohérence, parce que je n'allais pas contacter quelqu'un qui travaillait sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai déjà fait. Et c'est comme ça que ça m'a aidé, et au final, me voilà là. Exceptionnel. Eliose, est-ce que tu as LinkedIn? Oui, j'ai LinkedIn. Ah bah okay. Oui, on va... Vas-y. Non, tu m'as ajouté sur LinkedIn déjà ou... Non, pas encore. Ok, bah n'hésite pas à m'ajouter et on pourra discuter si jamais. D'accord, merci bien. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que si tu as LinkedIn, communique un maximum sur ta passion. Je ne sais pas si tu le fais. Tu le fais? Pas encore. Pas encore. Alors souvent, je me suis pas présenté. Je suis aussi directeur d'une école de commerce qui s'appelle Code Business School. Et donc je dis à mes étudiants chaque fois de communiquer sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que ta passion, plus tu vas la transmettre, plus tu vas être attractive. Ce que Alan a fait, c'est qu'il a été au culot chercher l'information et envoyer un mail à quelqu'un qui ne s'attendait pas du tout à parler à un Français, qui a été content de parler avec un Français et qui lui a proposé des entretiens. Eh bien, toi, si tu fais la démarche inverse, que tu commences à parler de ta passion, que les gens commencent à liker ta passion, s'intéresser à ce que tu fais, tes travaux, ce que tu dis, etc., les gens de ton domaine vont venir te voir, tes pairs vont venir te chercher, pairs, P-A-I-R-E, vont venir te chercher pour savoir comment est-ce qu'on peut bosser avec toi. Et ça va te rendre attractif sur le marché, on va comprendre que tu es une passionnée, une experte, et on te fera confiance parce que ta présence exécutive en ligne sera très forte. Donc commence à communiquer sur LinkedIn, à ajouter Alan et à ajouter tous les experts de ton domaine afin de maximiser tes chances de visibilité et d'employabilité. D'accord, merci. Une autre question, le premier ou la première qui se lève. Ah, c'était très rapide ici. C'était très rapide.
Ton Merci. prénom, Oui. ton activité et ta question. Alors, je m'appelle Fanny. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Infinite et qui, en fait, aide justement des jeunes issus de milieux populaires et qui, en fait, sont acceptés dans des grandes écoles, un peu comme ton cas, Alan, et qui n'arrivent pas à financer ces écoles. Donc, ça va amener ma question, qui les accompagne et propose des solutions. Et donc, c'était un peu... je rebondis un peu sur ce que tu as un petit peu évoqué, Alan, au niveau des barrières socio-économiques, notamment. Dans les qualités des chances, on voit aussi que les prix des écoles de commerce et autres ne font qu'augmenter. Donc un petit peu, je voulais un peu avoir vos regards croisés sur un peu les manières de quand même s'en sortir quand on n'a pas forcément justement la possibilité de faire des prêts à la banque, etc. Alors moi, je vais répondre très vite, après je vais laisser mes camarades aussi répondre. Moi, ce qui m'a aidé, donc au-delà du fait que l'alternance, à chaque fois, j'essaye d'en parler aux jeunes, parce que aujourd'hui, c'est une chance qu'on a en France, c'est pas tous les pays qui le font, et il faut quand même le signifier, hein, c'est quand même une très bonne chose. Et c'est vrai que moi, au final, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est... Je suis parti chercher un maximum d'informations pour pouvoir me sauver. Par exemple, un exemple aussi que j'ai pas évoqué, c'est que pendant l'école d'ingénieur, je devais faire un stage en Floride qui n'était pas rémunéré. 4 mois aux États-Unis, il fallait que je le finance. Et donc, il fallait demander un prêt étudiant pour faire ça. Et c'est seulement après, au moment où j'étais prêt à faire mon stage en Floride, que j'ai appris que... parce que moi, en l'occurrence, quand mon prêt étudiant m'avait été refusé, c'est parce qu'ils avaient dit qu'il fallait un garant, que les parents soient garants, et mes parents n'avaient pas assez de revenus. Donc, on m'a refusé les prêts étudiants. Et j'ai appris, quelques mois après, mais j'ai pas eu cette information-là au début, mais je l'ai appris après qu'il y avait des prêts étudiants qui étaient garantis par l'État. Et ça existe dans quelques banques, c'est pas toutes les banques qui le font. Et au final, j'ai pu faire un petit prêt étudiant pour partir en Floride et faire mon stage parce que j'ai eu un prêt qui était garanti par l'État. Et ça, je savais pas, personne me l'avait dit. Et donc, moi, c'est ça aussi que je veux beaucoup dire, c'est essayer au maximum d'aller chercher les infos, faites des recherches maximum, parce que parfois, il y a des choses qui existent et qu'on ne sait même pas parce que l'information ne vient pas à nous. Et dans les quartiers populaires, c'est un problème aussi, ça, c'est l'accès à l'information, et aussi dans les campagnes. Mais c'est ce message-là. Et moi, c'est ce qui m'a sauvé au final, c'est ce prêt garanti par l'État et mon alternance qui a fait qu'au final, j'ai pu devenir ingénieur. Parce que sinon, j'arrêtais mes études au DUT et je partais peut-être dans le domaine aérospatial, mais en tant que technicien ou un domaine qui m'intéressait un peu moins, quoi. En fait, je pense qu'il n'y a pas de méthode magique parce que ça dépend de la situation de chacun. Mais effectivement, de manière générale, l'alternance, c'est quand même magique, j'allais dire. Justement, pas tant que ça. Mais en fait, c'est très bien parce que ça permet de garantir une première expérience, ça permet d'avoir un revenu, etc. Le sujet, sans être à Madame Discrimination depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet au niveau de la... Nous, on le voit, par exemple, dans les recherches d'alternance dans le journalisme. En fait, il y a un vrai plafond de verre, enfin un vrai problème au niveau de l'accès en fait, à ces alternances-là, parce que, encore une fois, il y a toujours ce sujet de « ouais, mais vous habitez loin, est-ce que vous allez être à l'heure le matin ah, mais donc, comment est-ce que vous allez... est-ce qu'on part du même endroit d'un point de vue culture générale, etc. » Enfin, il y a toujours un sujet à traiter là-dessus, donc si jamais il y a des entreprises dans la salle, revoyez vos procédures de recrutement, s'il vous plaît. Mais au-delà de ça, après, c'est aussi la partie... en tout cas, moi, à titre perso, ça a été en fait, malheureusement ou heureusement, parce que je trouve qu'au final, on en fait plutôt une force, toute la partie des jobs étudiants. Moi, j'étais animatrice en centre de loisirs, par exemple, à côté de mes études. Je trouvais que ça s'adaptait plutôt bien à mon emploi du temps étudiant, où en fait, j'avais fait en sorte de ne pas travailler les mercredis. Donc, ça me prenait moyennement sur mes week-ends, etc. etc. Donc, il y a ça. Et après, les stages, franchement, même quand ils n'ont pas été rémunérés, c'est après derrière une expérience qui sert en fait à faire valoir à fond en fait quand on cherche le premier job ensuite derrière et donc ouais voilà, c'est un peu ça le parcours que moi j'ai eu, mais ça dépend de chacun, je pense. Par rapport à l'accès donc au financement, alors les sportifs de haut niveau, comme tu le sais, on se connaît, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Fanny travaillait sur le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour les sportifs et sportifs de haut niveau, il y a de grandes précarités. C'est pas du tout l'image que les gens en ont, parce qu'on a l'image du sport professionnel, du foot, ou avec des salaires totalement indécents. La réalité pour la plupart des athlètes que vous avez encouragés, que vous avez vus aux Jeux à Paris, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et l'après-jeu, même en ayant travaillé sur l'héritage, c'est compliqué. Et dans le sport, ce qu'on appelle le fameux double projet,
Donc c'est pouvoir faire sa carrière, ses études, s'entraîner dans des bonnes conditions. C'est à 25-30 heures en moyenne hein, sur tous les sports. Et les sports, c'est beaucoup plus. Hein. Si vous prenez la gymnastique, la natation synchronisée, c'est beaucoup plus. Plus les études à côté, il faut absolument avoir des études adaptées, mais également des études qui vont coûter cher. Donc il faut avoir l'accès et les offres d'éducation, que ce soit si on veut faire du journalisme, être avocat, si on veut travailler dans l'aérospatial, par exemple. C'est assez rare, par exemple, dans le sport, mais effectivement, le but, c'est de pouvoir élargir et pour parler par rapport à tout le monde. Moi, j'ai fait des études de cinéma au départ, école absolument pas adaptée, qui coûtait cher. C'est mes grands-parents qui ont payé les études et j'ai remboursé et on a remboursé avec ma mère après. J'ai fait des études à Sciences Po. On est en ce moment, j'ai une réunion ce matin avec des anciens de Sciences Po, alumni de sportifs de haut niveau, une formation qui a commencé en 2007. Et grâce aux partenaires, la formation coûte 250 € par an pour 50% des sportifs et sportifs de haut niveau, avec une adaptation au niveau des tuteurs, etc. Donc réellement adapté. Et également, c'est une gradation et ça coûte beaucoup moins cher que des études classiques. Que ce soit pour les écoles de commerce, pour tout type d'école, lorsque vous avez des bourses, et vous pouvez accéder aux bourses, il faut avoir les infos, effectivement, il faut pouvoir chercher. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à rechercher sur Internet quand même, on peut avoir plein d'informations aujourd'hui. Il y a énormément de partenariats publics-privés, comme vous en parliez, qui peuvent se créer, qui doivent se créer et continuer à se créer, justement pour favoriser l'accessibilité et le fait de « Ah bah oui, en fait, on peut faire ces études si on a envie de faire tel ou tel métier ». Parce que dans le sport, souvent, en fait, les métiers qu'on retrouve aujourd'hui, ça va être kiné, entraîneur, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas tant de possibilités que ça. Merci Arnaud. Valérie ? Oui, donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites effectivement sur les bourses. Moi, par exemple, je suis beaucoup plus âgée que vous, que probablement la salle, mais je ne vois pas bien, je vous avoue. Nous, on est lumière, on ne voit pas bien vos visages. Mais moi, j'ai bénéficié, j'étais boursière. Merci la régie. Merci. C'est plus agréable quand même de vous voir. Moi, j'étais boursière, je suis née dans une famille, d'une classe populaire, en territoires ruraux et milieux industriels, puisque mes parents travaillaient à l'usine. On n'avait pas beaucoup d'argent. J'ai réussi à faire des études supérieures, à partir, parce qu'il fallait partir, parce qu'à côté de chez moi, il n'y avait pas grand-chose. Et c'était une autre époque. J'ai été boursière, j'ai eu un prêt d'honneur qui m'a été donné, du coup à l'époque c'était le département, je crois, qui donnait ça. Oui. Je pense que ça existe toujours au niveau des départements, de la région, enfin tout ça, ça existe aussi. Il faut aller regarder de ce côté-là, du côté du public. Et puis effectivement, aujourd'hui, il y a aussi les prêts ou les bourses privées. Alors, il y a des bourses d'excellence aussi qui existent. Je sais bien qu'on entend pas beaucoup parlé, mais effectivement, il faut aller chercher cette information des bourses d'excellence qui payent l'intégralité des études, y compris des études à l'étranger. Donc, regardez vraiment, regardez tout ça. Et puis, des bourses d'entreprises privées. Évidemment, je vais parler de ce que je connais, donc je vais parler de Vinci, puisque c'est l'entreprise pour laquelle je travaille. Nous, on finance des bourses d'études. Alors, c'est essentiellement, évidemment, nous, on est un groupe d'ingénieurs sur des métiers d'ingénieurs, aménageurs du territoire, on en parlait tout à l'heure, c'est des métiers qui font sens aussi sur le sujet du vivre ensemble, pour plein de raisons. Donc, beaucoup d'écoles d'ingénieurs, évidemment, pour Vinci, mais on finance des bourses d'études et avec des écoles avec lesquelles on travaille. Et des bourses d'études qui peuvent aller aussi jusqu'à financer des logements en résidence universitaire, où on négocie aussi des places en résidence universitaire, parce qu'il y a le prix des études, mais alors je reviens sur les gens qui n'ont pas la chance d'habiter, de pouvoir vivre chez leurs parents et de continuer leurs études, il y en a plein aussi. Il faut bien se loger aussi. Donc oui, c'est vrai que le sujet, on en a parlé tout à l'heure, peut-être que finalement, l'enjeu, c'est quand même l'accès à l'information, toujours l'accessibilité, on y revient, parce que les dispositifs existent. Merci beaucoup Valérie, on va prendre 2 dernières questions.
Elle s'est levée en tout cas. Alors, Ouais, bonjour, après, ma ouais, question... c'est vrai que t'avais levé la main aussi. Pardon. Bonjour, ma question sera pour Valérie. Le prénom, l'activité et la question. Oui, donc je m'appelle Ornella, je suis entrepreneuse issue de quartier populaire. Je suis exposante ici à l'Expo Favela. J'ai créé une marque d'urinette. C'est un petit objet qui permet aux femmes de faire pipi debout lorsque les conditions ne permettent pas de s'asseoir. Notamment... Et aujourd'hui, je veux proposer mon produit à des entreprises où il y a des secteurs d'activité traditionnellement masculins et où l'accès au sanitaire reste un problème pour les femmes. Et donc, on a moins de femmes dans ces secteurs-là, mais on a de plus en plus de femmes dans ces secteurs-là par rapport à il y a quelques années. Donc aujourd'hui, chez Vinci, j'imagine que vous avez beaucoup de métiers issus de ces secteurs-là, notamment les chantiers, les commerciaux, etc. Qu'est-ce que vous mettez en place pour plus d'inclusion et attirer plus de femmes dans ces secteurs-là? Merci. D'abord, bravo pour votre projet, puisque du coup, vous êtes entrepreneur, donc rien que pour ça, bravo. Merci. Du coup, votre question, elle est complètement en marge de votre activité. On est d'accord, c'est d'une façon générale voilà. Ce qui est fait. Alors, je vais vous parler comme d'habitude, ou comme j'en ai l'habitude, avec une énorme transparence. On galère. D'accord. On galère pour attirer des femmes dans nos métiers qui sont effectivement historiquement masculins, c'est clair. Et donc on perd pas courage, donc on continue. Alors continuer, ça veut dire travailler sur les préjugés le plus tôt possible. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres du coup à l'école primaire, au collège, après au lycée, des jeunes femmes qui vont, des jeunes femmes quand elles sont au lycée, qui vont choisir une orientation scientifique. Mais c'est, le constat, il ne peut que tous nous interpeller. C'est-à-dire qu'on voit que les filles sont très bonnes en sciences en primaire, au collège. À partir du moment où il faut choisir des spécialités, là je vais parler du bac général, mais après pour les bacs pro, c'est exactement la même chose. Hein. Les filles en bac pro, elles vont dans leur immense majorité vers des produits, des formations services à la personne, etc. etc. Enfin, on retrouve exactement la même chose. Hein. Et en général, en formation générale, au lycée, même celles qui sont très très bonnes en sciences, elles vont pas prendre maths, physique, chimie dans leur majorité. Donc on a un sujet de société. Et ce sujet de société, on va pas le résoudre tout seul encore. Je suis désolée de revenir là-dessus, mais on en a parlé tout à l'heure de systémique, etc., etc. C'est le même sujet. Et le dégenrage des métiers, parce que c'est ça le sujet, c'est ça la question, si j'ai bien compris. On travaille avec des associations, il y a plein d'associations en France, évidemment, qui sont engagées sur ces sujets. Je pense à Elle Bouge, parce que nous, on est partenaires d'Elle Bouge, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Et s'il y a d'autres associations ici, je suis sûre qu'elles sont formidables aussi. Il se trouve que nous, on a choisi de travailler avec Elle Bouge depuis l'école primaire. On continue au collège, on continue au lycée. Là encore, c'est un peu la même réponse. Sarah a répondu tout à l'heure. Elle a parlé des rôles modèles. Évidemment, c'est ça aussi. C'est faire en sorte qu'on a chez nous des marraines, donc dans l'association Elle Bouge, qui sont des femmes ingénieures qui vont aller dans les établissements depuis la primaire, collège, lycée, pour raconter ce qu'elles font et pour évidemment essayer de revaloriser auprès des jeunes femmes les filières scientifiques et techniques. Mais oui, on galère. Et aujourd'hui, si on regarde sur nos métiers, je parle évidemment que de ce que je connais encore une fois, donc les métiers d'ingénieur de la ville de demain, pas ingénieur chez L'Oréal en chimie. Donc voilà. Si on regarde le nombre de jeunes femmes en France qui sortent diplômées d'écoles d'ingénieurs,
C'est autour de 30%. 70% d'hommes, 30% de femmes. C'est à peu près ça les chiffres aujourd'hui. Nous, on a 30% de femmes ingénieurs. C'est pas assez pour nous, mais en même temps, y a pas assez non plus de jeunes femmes qui vont vers ces filières. Donc, on n'a pas du tout la réponse baguette magique à cette question. Merci beaucoup. Il y a déjà une solution de réponse en peut-être collaborant avec... j'ai oublié le prénom et le nom de la société, c'est quoi? C'est Kenzat, Ornella. Moi, c'est Ornella. Mais le nom de la société, Ornella? C'est Kenzat. Kenzat. Il y a peut-être quelqu'un... Kenza? Bon, la société, là, faut vous voir. Elle permet aux filles de faire pipi debout. Vous allez vous gérer. C'est bien pour les chantiers. Allez là-bas. Voilà. C'est la dernière question. C'était la dernière. On avait dit qu'il y a le monsieur qui s'est levé. C'était la dernière. Il en manquait une. Et ce sera donc une réponse rapide. On me fait signe qu'on est short en timing. Bon, bonjour. Merci pour vos témoignages. Moi, je m'appelle Ouri. Et en fait, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre des pharmacies et des patients afin que ces derniers puissent commander et se faire livrer leur traitement avec ou sans ordonnance. Donc en fait, on aide énormément les personnes âgées, isolées, en manque de mobilité et en manque de temps. Et donc, du coup, on parle d'inclusion, on parle de pouvoir les aider dans les zones rurales. Et j'ai une question du coup pour toi, Arnaud, parce que tu as créé énormément de ponts dans le monde sportif, dans le monde social et culturel. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire, créer ces ponts-là entre les établissements médicalisés, les patients, les soignants. Donc voilà, comment tu t'es lancé, comment t'as fait. Et voilà. Merci beaucoup et bravo pour ton projet. C'est fondamental ce que tu fais et ce genre de projet au culot, comme je pense nous là autour de cette table. Non, vraiment à l'audace en fait, c'est-à-dire que je pense que c'est un truc hyper important par rapport à... Tu y as touché, tu en as parlé tout à l'heure, par rapport à la confiance ou autre. C'est jamais évident, et ça, c'est très lié quand même à l'environnement aussi, à la famille, au soutien, à l'entourage. Si on vous dit que vous êtes nul depuis tout petit, en fait, ça va être très compliqué d'avoir confiance et de se dire « je n'ai pas de limite, allons-y, je me lance ». Non, franchement, c'est complètement... c'est difficile. En fait, c'est de ne pas accepter une narration, une histoire qui ne nous appartient pas et qui peut nous être imposée. Je donne un exemple. Lorsqu'on me dit tu ne peux pas faire ça, quand je suis gamin, et je dis mais pourquoi? Parce que j'arrive pas à le faire avec deux mains. Pourquoi tu ne vas pas y réussir avec une seule main? Je dis je comprends la logique, laisse-moi essayer. En fait ça déjà, c'est au final je n'accepte pas. En fait j'accepte pas que tu juges de mes capacités ou incapacités. J'essaye et on voit. Et en fait simplement avec cet état d'esprit, j'ai pu aller bien au-delà. Et en fait je me suis dit mais mes limites elles sont bien au-delà de ce que même moi je peux imaginer, donc bien au-delà de ce que les différents cercles peuvent penser par exemple de moi. Mais ça c'est vrai pour chacun et chacune d'entre nous. Donc ne pas hésiter, comme je disais, ça peut être sur LinkedIn, moi j'avais lancé un projet en 2012 où je proposais au grand public de dessiner la prothèse que j'allais porter aux Jeux de Londres paralympiques. Le but c'était de casser justement, changer le regard à travers l'esthétique, à travers le design, et qu'on ne juge plus en fait l'objet. C'est pas un objet médical, c'est une création, tu aimes ou tu aimes pas. Et ça, j'avais contacté, c'était les débuts de LinkedIn. J'envoyais, j'avais pas d'attaché de presse, j'avais pas d'équipe, j'ai tout fait tout seul, 3 semaines avec une amie qui m'a aidé. J'envoyais des messages à tous ceux que je pouvais, dans le design, dans le sport, dans la culture, etc. Rolex, ils m'ont répondu. Et en fait, j'ai touché plein de journalistes, plein d'organisations qui m'ont répondu. Certaines ont parlé du projet. Et ça a pu être bien plus important que ce que je pouvais imaginer. Donc effectivement, ça revient à l'audace, le fait d'oser. En fait, on tombe, c'est pas grave, on se relève, mais si on n'essaye pas, effectivement, on ne peut pas connaître le résultat. Et ensuite, on en revient à tout ce qu'on disait, les codes, le réseau et les compétences. Si vous n'y avez pas accès directement, on peut faire des efforts personnellement, mais à un moment, on a besoin des autres, on a besoin d'avoir cette possibilité-là aussi, quoi. Essayer, c'est gagner. Ne pas essayer, c'est perdre 2 fois. Merci à toutes et tous. Merci à vous, public. Merci à vous, panélistes. Je vais les appeler. Vous allez faire un tonnerre d'acclamation pour qu'ils se lèvent tour à tour pour la photo de famille. Arnaud, s'il vous plaît. Sarah, s'il vous plaît. Alan.
Et bien sûr, Valérie. Et j'appelle notre très chère présidente Karina pour la photo de famille. Formidable. Merci à tous.